nous serons à l'écoute. Alors, je suis avec Abdoulaye Mbow, comme tous les soirs. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir à toi, Nana Aïcha, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV, où qu'ils puissent se trouver. Et ils sont nombreux à nous suivre, surtout au niveau de la diaspora. Très bien. Alors ce soir, le thème, l'intitulé de l'essentiel, tension en gestation sur le front social, l'État au banc des accusés. Pour en parler, nous sommes avec Cheikh Diop, secrétaire général CNTS FC. Vous allez bien? Bonsoir, madame. Un plaisir de vous retrouver. Hein? Tout le plaisir est pour moi. Très bien. Alors nous sommes également avec Momar Diong. Vous allez bien, Momar? Ça va bien, Nana Aïcha. Bonsoir à Mbow, bonsoir à Cheikh Diop et bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Un bleu tout cassé. Oui, un bleu. C'est pas du marron aujourd'hui. Un bleu tout cassé. Le bleu vous bat bien, hein, Momar. Ah, mais merci. Alors, le Front social de nouveau en ébullition, hein, avec ces boulangers qui sont en grève, les financiers de l'État qui sont en grève depuis hier, ces transporteurs qui menacent d'aller en grève. Alors, c'est tout chaud hein, du côté du Front social. Merci beaucoup. En fait, en tant que leader d'une centrale syndicale d'une des centrales syndicales les plus influentes, notre rôle au-delà de l'action revendicative, c'est aussi un rôle de veille et d'alerte. C'est justement ce rôle que nous essayons de jouer en ces périodes où nous pensons qu'il faut mettre à profit pour anticiper justement sur ce qui pourrait être véritablement des troubles dans le climat social. D'accord. Alors, on sent des troubles actuellement qui sont en vue. Oui, nous pensons que cette période est propice pour mettre sur la table les revendications essentielles des travailleurs dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, la question du système de rémunération des agents de la fonction publique, la question de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation pour une bonne mise en œuvre de la fonction publique locale, mais également la question liée au secteur de la justice, de la santé. Ça, c'est le service public. Mais dans le privé, nous assistons également à ce qui pourrait être ce qui pourrait déboucher sur des troubles, des perturbations du climat social. Les négociations de la Convention collective nationale interprofessionnelle sont bloquées. Les négociations sur la généralisation des salaires, sur l'augmentation généralisée des salaires sont également bloquées. Mais également, au même moment, nous assistons à pratiquement une flambée des prix, une flambée généralisée des prix. Cette situation peut, disais-je, générer des perturbations dans le climat social. Mais également, dans pas mal de secteurs, nous assistons aussi à beaucoup de violations des droits des travailleurs. Le passif social est encore là, au niveau du nettoiement des ex-agents de la SIAS, au niveau du chemin de fer, le passif est encore là. Au niveau également de beaucoup de secteurs, nous enregistrons des violations dans le secteur du pétrole. Malgré la convention que nous avons signée il y a 3 semaines, il demeure des tensions latentes. Parce que dans le sous-secteur du transport hydrocarbures, là également, nous avions commencé à négocier la convention annexe du transport hydrocarbures, mais les employeurs de ce secteur ont brusquement arrêté les négociations et ont fait le blackout total. Cette situation est également inacceptable. Donc autant de choses qui font que je pense il importe aujourd'hui de se retrouver et de mettre toutes ces questions sur la table. Nous sommes des porteurs de la revendication, certes, mais également nous sommes porteurs de débuts de propositions, de débuts de solutions. Donc, il importe aujourd'hui de se retrouver pour discuter. L'action revendicative n'a pas pour finalité de générer des troubles sociaux. L'action revendicative a pour finalité de négocier et d'apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs. Donc, c'est à cela que nous appelons. Dans le secteur de l'éducation,
Le chef de l'État a posé l'année dernière, à la veille du 1er mai, un acte important que tout le monde avait salué. Il avait reçu les enseignants, le G6, chez lui. Il avait fait un pas important dans la revendication et avait promis des rencontres de monitoring pour trouver des solutions. Cela veut dire simplement que les acteurs sociaux dans ce secteur restent ouverts. Il avait également promis, en tout cas son gouvernement, d'étudier la question du SIENS, parce que le SIENS, c'est le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation, un maillon extrêmement important du secteur. Certes, ils ne sont pas nombreux, peut-être c'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à les marginaliser, mais la CNTS-FC est déterminée à amplifier leur voix, parce que leurs voix sont déjà portées par eux-mêmes, mais nous sommes déterminés à amplifier leur voix pour que ce secteur trouve enfin un protocole d'accord. On a fait des propositions acceptables. Il suffit maintenant de se retrouver pour signer ce protocole qui entre dans le cadre des monitoring, des séances de monitoring qui seront déterminées. Dans le secteur de la santé, le chef de l'État avait pris l'engagement durant la campagne électorale de rencontrer, après les élections, après le 4 avril, les deux grands cadres du secteur de la santé. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux grands cadres. Il y a Andegessem, mais il y a un autre cadre dans lequel évoluent 3 ou 4 organisations syndicales de la santé. Il faut les rencontrer pour discuter. Dans ce secteur, il y a ce qu'on ne peut pas accepter au niveau des techniciens supérieurs de santé. Voilà des agents dans le corps médical qui sont classés à une hiérarchie inférieure à certains agents qu'ils encadrent ou qu'ils supervisent. Et pourtant, l'autorité l'a reconnu et a même écrit pour qu'on corrige. Mais depuis des années, cette injustice perdure. Dans le secteur privé, le passif social, le chef de l'État, dans sa campagne également, à Guédiawaye plus précisément, avait pris l'engagement pour les ex-travailleurs de la SIAS du nettoiement de régler le passif dans ce secteur des ex-travailleurs de la SIAS dès qu'ils soient élus. Après élection, nous attendons toujours. Il n'y a toujours rien. Alors, Momar, on dirait que le dénominateur commun, quasiment de toutes ces revendications, c'est justement l'amélioration des conditions de travail ou bien entendu le non-respect des accords signés. Écoutez, moi je pense que le contexte était jusque-là favorable au régime en place, qui n'avait pas connu jusqu'ici, il faut le dire, une véritable ébullition sociale, du front social. Mais ça pourrait changer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins 2 à 3 facteurs qui peuvent faire monter la tension. Le premier facteur, c'est bien évidemment le dépérissement du pouvoir d'achat. Parce que jusque-là, nous avions des mouvements dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, chez les travailleurs de la justice. Et les revendications étaient des revendications corporatives et spécifiques à chacun de ces secteurs. Mais une fois maintenant qu'on touche au dépérissement, au pouvoir d'achat, au coût de la vie, ce qui risque de se traduire, parce que maintenant, de plus en plus, on va vers une vérité des prix. Ça a commencé avec le carburant, il y a eu le ciment récemment, il y a d'autres produits qui pourraient également connaître une hausse. À partir du moment où on touche au coût de la vie, au pouvoir d'achat, il y a probabilité d'une convergence des luttes. Parce qu'on ne sera plus dans le cadre de revendications corporatrices, mais de quelque chose qui transcende les syndicats. Et qui fera qu'on pourrait aller vers une convergence des luttes, ce qui donnerait beaucoup plus de retentissement au front social. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est bien évidemment le non-respect de l'État d'un certain nombre de ses engagements. Avec les syndicats de la santé, avec les syndicats de l'éducation, l'État a pris un certain nombre d'engagements. Surtout en perspective de la présidentielle, parce qu'il fallait faire régner l'accalmie, passer cette étape, et on a promis parfois tout et n'importe quoi. Maintenant, l'État va être rattrapé par toutes les promesses qu'il a eu à faire. Parce qu'il ne s'agit plus maintenant de discuter ou de négocier, mais il s'agit de combats de restitution d'accords déjà signés et pour lesquels il va passer à l'application. Ça, c'est le deuxième facteur.
Le troisième facteur maintenant, c'est les choix politiques du gouvernement depuis un certain temps et surtout la très mauvaise communication qui a été faite là-dessus. On a vu le président de la République, et on l'a entendu, dire lors du lancement du PAMA, programme d'amélioration, programme et de modernisation de l'administration, que l'État a eu à dépenser 307 milliards depuis 2012 pour l'achat de véhicules destinés aux agents de l'administration. Et que depuis cette période, l'État dépense entre 16 et 17 milliards en factures de téléphone. Bien évidemment, des annonces de cette nature peuvent faire monter la colère chez les travailleurs qui se disent, mais écoutez, si l'État est capable de dépenser une telle bagatelle pour son confort personnel, mais écoutez, que fait-il de des engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous? Donc à partir de ce moment, moi je pense que le contexte maintenant pourrait changer et on pourrait aller vers vraiment une situation de tension et une convergence des luttes qui ne présage rien de bon sur le front social. Alors, M. Diop, on le sait, avant la présidentielle, il y a eu beaucoup de plateformes revendicatives, il y a eu des accords signés par le gouvernement du Sénégal, mais vous l'avez dit, il y a un passif social qui est là et qui est pesant. Ce n'est pas seulement les ex-travailleurs de la SIAS, il y a les cheminots, il y a le Dakarnave, il y a la NSTS, la Sotiba, il y a Ecotaf, etc. Il y a énormément d'entreprises qui, véritablement, dont les travailleurs courent depuis plus de 10 ans, 15 ans par rapport à leur dû. Maintenant, si on y ajoute aujourd'hui ce qu'il se passe dans plusieurs secteurs de l'activité sociale et économique, est-ce que ce n'est pas un cocktail hyper explosif justement pour les actuels tenants du pouvoir? Ça peut l'être. Il faut quand même avoir l'honnêteté de dire que cette situation découle d'un long processus qui va au-delà du pouvoir de Macky Sall et même peut-être pour certains cas de Abdoulaye Wade. C'est la seule raison qui fait qu'aujourd'hui, les travailleurs sont assez souples et compréhensifs. Pour autant, il est grand temps quand même qu'on travaille à résorber ce passif social, qu'on travaille à régler la question des accords. À côté de ces difficultés, il y a le système de rémunération. Il y a un État dépensier qui cherche à se réajuster. Il y a un système de rémunération inéquitable qu'il faut discuter. Il y a l'endettement important, très important des sociétés qui frappent les sociétés du secteur privé, du secteur de l'énergie en particulier. Il y a, comme vous l'avez rappelé, les entreprises en difficulté qu'il faut redresser. Donc notre économie a besoin d'un diagnostic et un thérapeutique adéquat dans le secteur de la santé. Mais à côté des problèmes que nous avons toujours connus, il y a la situation du secteur pharmaceutique. Au-delà de l'événement de la pharmacie Serigne Fallou Mbacké, mais nous sommes en train de vivre dans ce secteur un trafic, en fait une falsification des médicaments, mais ceci est extrêmement grave pour un pays. Et ce fléau frappe la profession de pharmaciens qui ont la responsabilité de veiller sur la bonne application des médicaments pour le peuple. Ça aussi c'est un fléau. Il y a aussi le rail qu'il faut relancer, à côté du terre. Nous ne sommes pas contre le terre, il faut que ça soit clair. Mais à côté du terre, nous avons tendance à perdre les activités du petit train bleu. Donc nous voulons une extension des activités du petit train bleu parce que le circuit que le petit train bleu faisait, le terre va l'absorber. Donc il faut travailler à l'extension des activités du petit train bleu. La relance du chemin de fer est une question extrêmement importante et essentielle pour notre économie. Des engagements avaient été pris. Il y a un plan d'urgence chiffré à 20 milliards partagé entre les deux États, l'État du Sénégal et du Mali. Et la Banque mondiale est disposée aujourd'hui à résorber le gap du renouvellement du chemin de fer, à la condition que le passif social soit réglé par les États.
Dans le passif social ici au Sénégal, il y a quelques arriérés de salaire. Il faut saluer quand même l'action qui a été posée tout récemment parce que 2 mois de salaire, nous avions 2 mois d'arriérés de salaire qui viennent d'être payés à la veille de la Tabaski. Au Mali, par contre, ils sont à 8 mois d'arriérés de salaire. Il y a également le dossier des extemporaires, le dossier du plan social. Voilà, pour le passif des chemins de fer, il n'y a que le dossier qui nous reste. Travaillons à les résorber pour engager la Banque mondiale à cette réforme. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui que tous aient la volonté d'aller à la table de négociation dans le but de trouver des solutions. C'est ça que nous attendons. Ok. Alors, Momar, à ce niveau, aller sur la table de négociation, c'est une part importante, une responsabilité importante, mais également qui doit être permanente. Mais est-ce que depuis lors, autant de réunions, autant de tables rondes organisées pour aller dans le sens de trouver des consensus entre l'État et les travailleurs, est-ce que ce n'est pas en réalité une redondance? Mais bien évidemment. Et je crois que le meilleur marqueur, c'est le secteur de l'éducation. Il y a qu'à l'initiative du Haut Conseil pour le dialogue social, vient de se tenir à Saly, la 5e session de pré-rentrée, où quand même il a été fait cas de gros nuages qui planent sur l'année scolaire. Et pourtant, 2018 a été une année marquée par une certaine accalmie sur le front social. Il n'y a pas eu de heurts et l'année s'est déroulée normalement. Mais malheureusement, il me semble que cette année n'a pas été mise à profit par le gouvernement pour aller vers le respect strict de certains nombres de ses engagements. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les syndicats d'enseignants font du respect strict et de l'application stricte des engagements qui ont été souscrits lors des accords du 30 avril 2018 une condition sine qua non pour un bon déroulement de l'année scolaire. Sans quoi, ils risquent de déterrer la hache de guerre. Et là, ils sont même rejoints par la présidente du Haut Conseil du dialogue social, qui a dit que pour qu'on aille vers une année scolaire paisible, il va falloir que 2 conditions soient remplies. La première condition, c'est bien évidemment une évaluation de l'application des mesures et des engagements qui ont été pris par les gouvernements. Or, à quoi avons-nous assisté depuis la formation du nouveau gouvernement et la suppression du poste de Premier ministre? C'est la disparition pure et simple des rencontres de monitoring qui étaient censées permettre une évaluation très objective, très stricte de toutes les mesures qui avaient été annoncées par le gouvernement. Donc ça pose un problème. On dirait que même le président de la République est rattrapé aujourd'hui par cette décision qu'il a eu à prendre à la surprise générale, après avoir battu campagne, sillonné tout le pays sans piper mot de cette réforme substantielle qu'il allait faire dans la Constitution en supprimant le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, il est rattrapé par ce vide. D'ailleurs, je ne vous coupe pas, Momar. Il y a même, parlons des enseignants, le syndicat des enseignants du G7 qui réclame le retour de Boun Abdallah Dionne pour justement par rapport aux négociations. Non, pas forcément peut-être de Boun Abdallah Dionne, mais du Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre, en tant que chef d'une institution, en l'occurrence la primature, qui tenait régulièrement ces réunions de monitoring. Il peut s'appeler Boun Abdallah Dionne, mais il peut avoir aussi un autre nom. C'est l'institution qui importe. C'est-à-dire, il y avait un Premier ministre, chef de l'exécutif, chef du gouvernement, coordonnateur de l'action gouvernementale, qui avait un œil avisé sur le suivi de tous les points d'engagement pris, parce que beaucoup de questions étaient transversales, et qui organisait ces rencontres et qui en assurait le suivi. La suppression du poste de Premier ministre a fait que depuis lors, il n'y a pas eu de rencontre de monitoring. Et c'était quelque chose de fondamental pour le respect strict des engagements qui ont été pris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'a avancé d'ailleurs la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social, comme étant une condition qu'il faudra remplir pour avoir une année paisible, c'est bien évidemment le renforcement des sessions de capacitation des acteurs. Parce que la formation est une donnée essentielle que revendiquent les secteurs de l'éducation depuis très longtemps. Il va falloir qu'on aille donc vers la mise en application de ces mesures prises par le gouvernement pour avoir une année
qui serait peut-être aussi calme, sinon plus calme qu'à l'année 2018 qu'on vient de dépasser. Donc le problème de fond en réalité, c'est que nous sommes en face d'un gouvernement qui, me semble-t-il, a essayé de gagner du temps et a essayé de passer une étape aussi cruciale que la présidentielle, a pris un certain nombre d'engagements et malheureusement, on risque, devant la situation quand même, il faut le dire, de morosité économique, de tension, de trésorerie que l'on vit, de voir cet État ne pas pouvoir respecter ses engagements. À partir de ce moment-là, on est parti pour avoir une année qui sera peut-être aussi mouvementée que l'année 2017 ou l'année 2016. Alors, dans le secteur de l'éducation uniquement. 3 mois de vacances, ça pouvait Sans être... parler des autres secteurs. Ça pouvait être une période sabbatique, 3 mois de vacances, pour permettre aux enseignants de discuter avec le gouvernement. Néné. Effectivement. Alors, il y a eu blocage par rapport aux négociations au secteur, par rapport au secteur de l'enseignement. Ils soutiennent que c'est dû à cette suppression du poste de Premier ministre, mais on pouvait s'y attendre en quelque sorte. Le problème, c'est que si on analyse en profondeur, on se rend compte qu'il y a une certaine déréglementation des leviers du dialogue social, en dehors des institutions qui sont là, qui existent. Mais il y avait des leviers sur lesquels on appuyait pour faire fonctionner correctement le dialogue social. Nous avons l'impression qu'il y a une déréglementation dans ce sens. Pourquoi? Le chef de l'État, il rencontrait les centrales syndicales majeures une fois par an, en dehors du 1er mai. Et il prenait, véritablement, il faut le saluer, suffisamment de temps. Quelquefois, ça prenait 3 heures de temps, en discussion directe, non médiatisée. Les organisations syndicales majeures, les centrales syndicales, elles ont une action transversale sur l'économie. Dans ces rencontres, ils nous faisaient le point de l'économie et des projets de politique publique qu'ils mettent en œuvre. Beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Nous, en retour, on lui faisait ressortir les exigences qui pourraient entraver les projets qu'il envisage ou bien qui pourraient perturber le climat social. Dans ces rencontres, on discutait et des dossiers se réglaient à travers ces rencontres. Le Premier ministre suivait cette rencontre par 2 autres rencontres qu'il organisait avec les organisations syndicales majeures. Vous voyez donc qu'il y avait un suivi rigoureux dans les préoccupations et des travailleurs, mais aussi il y avait une opportunité pour l'État d'expliquer tout ce qu'il a eu à faire dans l'activité économique, socio-économique. Ces rencontres ont été supprimées depuis plus de 2 ans. Le poste de Premier ministre qui vient d'être supprimé également et qui suivait les séances de monitoring vient en rajouter. À côté de ça, les travailleurs ne sont pas loin de penser à ce que Momar vient de dire. On nous demande de patienter, après des échéances politiques, on traîne les pieds. Mais non seulement on traîne les pieds, mais les violations des droits des travailleurs se poursuivent. L'obsolescence des textes que nous avons portés depuis plus de 2 ans, on a ouvert des négociations sur la CCNI, c'est bloqué. Les augmentations de salaires généralisées dans le secteur privé depuis la déclaration du président de la République le 1er mai, c'est bloqué. Au même titre que les négociations sur la CCNI. Les négociations sectorielles qui avançaient, ils commencent, mais la déclaration a déréglé, on ne peut pas l'imaginer, beaucoup de négociations sectorielles dans beaucoup de secteurs privés. En plus de ça, des établissements publics comme Ogui, Hôpital Général de Grand Yoff, cette semaine, 14 travailleurs ont été licenciés sous prétexte qu'ils avaient un contrat de prestation de services. Dans le Code du travail, il n'existe que 2 types de contrats. Le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui peut englober le contrat à l'essai, qui peut englober le contrat d'apprentissage et toutes sortes de contrats. Mais il n'y a que ces 2 types de contrats. Il n'existe pas de contrat de prestation de services entre travailleurs et employeurs. Il peut y exister entre 2 entités d'établissement. Vous pouvez créer votre société et on signe un contrat de prestation. Vous me prêtez des services, je vous paye. Mais un individu, un travailleur, le Code du travail ne peut pas reconnaître ça. Ces travailleurs-là, qui avaient des contrats de prestation de services, on leur a signalé l'irrégularité. Au lieu de les régulariser, on les renvoie. Donc,
les violations des travailleurs dans le secteur privé, il y en a beaucoup. Il y a des entrepreneurs, il y a des employés qui refusent d'organiser des élections de représentativité. Et au même moment, ils licencient des travailleurs. À Wari, on a un groupe de travailleurs licenciés, nous sommes au tribunal. Transport Gazal, pareil. On a un groupe de travailleurs licenciés et nous sommes au tribunal avec eux. Et tant d'autres sociétés. Donc les violations des travailleurs font foison. Le pouvoir d'achat est bloqué. Le passif social n'avance pas. L'inflation galope. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons et que nous ne pouvons pas accepter. Si nous tirons la sonnette d'alarme, c'est justement pour qu'on puisse mettre à profit cette situation avant la fin des vacances. Parce qu'il n'y a pas que l'école et la santé. Hein. Aujourd'hui, mon ami Momar a parfaitement raison de dire que, et ça, la synthèse force du changement, il travaille d'arrache-pied. Nous travaillons à la réorganisation des luttes, nous travaillons à fédérer les luttes parce que le mouvement syndical vit également un fléau. Nous sommes en train de verser dans le corporatisme. Or, nous croyons que le corporatisme n'est pas le syndicalisme. Le mouvement syndical obéit à d'autres raisons, beaucoup plus profondes, beaucoup plus idéologiques que le corporatisme. On a toujours assisté à des luttes corporatistes. Nous voulons mettre fin à ça et nous travaillons à rencontrer ces secteurs qui se considèrent comme corporatistes pour leur dire que la lutte doit être unifiée, organisée, pas dans le sens de mener la dictature syndicale, mais dans le sens de faire avancer la situation, de faire avancer la négociation. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Sénégal vit depuis des années est inacceptable. Nous vivons un dialogue social de restitution. Nous ne nous battons que sur des acquis déjà engrangés et qu'on nous a confisqués. Nous voulons renverser cette tendance pour aller vers un dialogue social de conquête. Un dialogue social aller vers un dialogue social de conquête. Appel à la compréhension de tous. Nous avons dit, je l'ai dit tantôt, porteurs de propositions sur la question de l'école, sur la question du système de rémunération, mais on ne crée pas les conditions d'éclore ces propositions-là pour aller vers un apaisement total. C'est la raison pour laquelle la synthèse force du changement, après avoir fait l'analyse, travaille à fédérer les luttes, travaille à fédérer, à réunifier les forces syndicales, travaille à réorganiser les luttes pour qu'on sorte du carcan du corporatisme pour faire véritablement du syndicalisme. Et le syndicalisme, au-delà des revendications, au-delà des préoccupations des travailleurs, nous disons que notre action intègre celle des populations et que notre action s'inscrit dans celle des populations et que nos préoccupations intègrent celles des populations. Nous voulons créer une force dissuasive qui oriente les politiques publiques vers le progrès social. Voilà l'essentiel de notre mission et nous y travaillons. Mais à ce niveau, si on reprend au mot, M. Cheikh Diop, est-ce que la floraison de syndicats, parce qu'en réalité, à un moment, on a senti un émiettement au niveau des centrales syndicales, il y a énormément de syndicats qui sont nés un peu partout, divisés pour mieux régner, si on tient compte de la position des différents régimes. Est-ce qu'aujourd'hui, le manque de figures emblématiques telles qu'on le constatait à un moment dans le syndicalisme n'est pas également à l'origine justement de tout cela? Non, je ne crois pas qu'il manque tant que ça quand même de figures emblématiques du syndicalisme. M. Cheikh Diop fait partie de ces figures, hein, à côté peut-être de M. Guiro, Modi Guiro, à côté aussi il y en a de Sidi Ndiaye par exemple, pour ce qui est des travailleurs des collectivités locales. On les sent moins par rapport à des moments de lutte historique au Sénégal, mais pour le compte des travailleurs, on les sent moins moment. Mais il l'a dit, il y a bien des raisons. Mais il l'a dit, et je crois qu'une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé à la convergence des luttes. Mais ils vont y être contraints par la situation. Ils vont y être contraints. Parce qu'encore une fois, j'ai dit à l'entame de mon propos que jusque-là, on assistait à des combats corporatrices. Il est arrivé même qu'au sein d'un même secteur, qu'on se retrouve avec des syndicats et des revendications spécifiques. L'exemple le plus illustratif est l'exemple du secteur de l'éducation. Il l'a rappelé tout à l'heure. À côté des syndicats classiques d'enseignement, G7, QSEMS, etc., qui ont eu à mener leur lutte, il y a par exemple le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation. Et on a eu l'impression parfois que, de part et d'autre, les revendications étaient tellement spécifiques qu'il n'y a jamais eu de convergence au sein de ce même secteur.
Il en était ainsi aussi dans beaucoup de secteurs, comme le secteur de la justice, où on a vu les greffiers vent debout, alors qu'il y a d'autres segments de la famille judiciaire qui sont restés les bras croisés. Mais le propre du dépérissement du coût de la vie, c'est de faire en sorte qu'on aille de plus en plus vers des revendications transsyndicales qui vont transcender les syndicats et qui feront que de plus en plus il y aura une convergence. Donc, quel que soit Alpha, moi je pense que la situation va les y obliger. Ensuite, il se trouve que le président, lors du 1er mai, excusez-moi du terme, mais a fait un casus belli au monde syndical. Lorsque la demande a été formulée de revaloriser les salaires, vous avez vu le ton ferme avec lequel le président de la République a répondu aux syndicalistes en leur disant qu'il n'en est aucunement question. Alors, si à côté d'une réponse aussi ferme, aussi catégorique pour une revalorisation salariale, on voit l'État faire des choix qui sont très discutables en matière de politique publique, il y a eu quand même des dépenses somptuaires qui ont été faites dans des travaux qui ne sont pas encore productifs comme le terre. Ça, on l'a vécu. On a vu également l'État, au nom d'un filet social inspiré par le Brésil qu'il fallait mettre en place, faire des bourses de sécurité sociale, mais familiale, un gouffre à milliards. Combien de milliards ont-ils été dépensés dans ce qu'un économiste a appelé tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, une arnaque sociale? Parce que tout simplement, c'était des programmes qui, même si, il faut le dire, ont peut-être soulagé une partie des Sénégalais qui étaient très démunis, très vulnérables, avaient quand même des visées électoralistes. Il y a une catégorie de Sénégalais, quand même, qu'il fallait amadouer avec des bourses de sécurité sociale. Et maintenant, le résultat, c'est quoi? Il y a 100 milliards de cette enveloppe de 300 milliards qui ont été délestés. Et l'argument qui a été avancé par le gouvernement, c'est que leurs bénéficiaires doivent céder la place à d'autres bénéficiaires. Mais on s'est rendu compte que depuis qu'ils ont été supprimés, ils n'ont pas été remplacés pour bénéficier de l'enveloppe de 100 milliards supplémentaires. Ça veut dire que même l'État s'est essoufflé avec ce système qui a consisté à dépenser de l'argent pour soutenir une couche qu'on dit vulnérable et qui, en réalité, ont eu droit non pas à une réponse structurelle ou économique à leur pauvreté, mais à une réponse sociale. Et cette réponse sociale a la particularité de n'être qu'éphémère, conjoncturelle, et ne peut pas régler le problème. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, il faut dire qu'on ne peut pas aller vers une tension du front social. Pour une bonne et simple raison, que l'État n'a pas les moyens de faire face à tous les engagements auxquels il a souscrit avec tous les secteurs. Alors, que ce soit les syndicats de l'éducation, que ce soit les travailleurs de la justice, que ce soit les syndicats de la santé, l'État a pris un peu partout énormément d'engagements qui sont tous à incidence financière et l'État ne pourra pas y faire face. C'est ça la vérité. Et on ne peut ne pas aller vers une situation très conflictuelle. Donc ces blocages par rapport aux négociations vont perdurer, si je vous comprends bien. Écoutez, on n'a fait que retarder l'échéance, mais on va finir par être rattrapé par la vérité du terrain. Si vous prenez par exemple les syndicats d'enseignants, il y a un certain nombre, par exemple, de leurs revendications qui restent en l'état. Ils dénoncent jusqu'à présent les lenteurs administratives, qui sont très importantes pour faire avancer un certain nombre d'entre eux dans leur carrière. Les prêts DMC sont encore en l'état. Les parcelles viabilisées promises par l'État dans les accords du 30 avril 2018 restent encore en l'état. La promesse de mise en solde par l'État de 10 000 enseignants reste encore en l'état. En ce jour, alors qu'en juin 2019, c'était 10 000 enseignants qui devaient être concernés par cette mise en solde. À cet instant précis, il n'y a que 2 000 qui ont été concernés. C'est-à-dire 1/5 du nombre qui avait été prévu. Vous voyez, dans une situation comme ça, comment ne pas aller vers le fait pour ces travailleurs de déterrer la hache de guerre? Et donc, quel que soit Alpha, on va vers une situation particulièrement compliquée. Parce que l'État n'a pas la politique de ses moyens.
on s'est permis de faire tout et n'importe quoi, y compris de créer des institutions à l'utilité douteuse, ce qui a pour conséquence d'augmenter aussi la colère au niveau des travailleurs. Parce qu'ils donnent l'impression d'avoir en face d'eux un État qui ne se prive de rien et qui les prive du minimum auquel ils ont droit. Ils ont affaire à un État qui a reconnu lui-même que le régime indemnitaire est plein de discriminations qu'il va falloir revoir et qui avait d'ailleurs commandité un audit sur la question, sur le régime indemnitaire, et jusqu'à présent que le travail a été fini, mais ils l'ont rangé dans les tiroirs. Et cette discrimination, ces disparités au niveau salarial entre des travailleurs parfois de la même catégorie n'est pas encore réglée. Dans un contexte comme ça, vous ne pouvez pas aller vers une situation de tension, malheureusement. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais vraiment, on va vers une situation très, très compliquée. Alors, dans ce cas, il faudra savoir bien voler, hein. Monsieur Diop, vous l'avez évoqué à l'entame de vos propos, parlant de l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, il est clair que beaucoup de travailleurs ont perdu tous leurs avantages. Certains ont quitté une barre de 150 000 francs pour se retrouver avec 75 000 ou moins que ça. Dans d'autres secteurs, c'est également le cas. Momar l'a dit, pour véritablement aller dans le sens de rectifier ce profond dysfonctionnement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers l'application de l'étude demandée et réalisée par le gouvernement, à savoir le régime indemnitaire? Oui, le régime indemnitaire est une revendication fondamentale pour tous les syndicats de la fonction publique et des centrales syndicales. Donc, inévitablement, il faut qu'on aille vers la discussion du régime indemnitaire. L'acte 3 de la décentralisation, nous avons toujours réclamé l'évaluation de l'acte 3. Parce que les réformes de l'acte 3 ont porté beaucoup de préjudice aux travailleurs. Il y a des travailleurs qui sont affectés dans des localités où ils ont effectivement perdu beaucoup d'avantages et même la protection sociale. Il y a des localités qui acceptent de recevoir les travailleurs mais qui n'ont pas les moyens d'entretenir ces emplois-là. Il y a également l'organigramme de la fonction publique qui n'est pas encore établi et beaucoup de difficultés. Donc il y a lieu véritablement d'évaluer correctement l'acte 3 de la décentralisation et apporter des réponses à beaucoup de difficultés. Moi je pense que la situation effectivement est difficile, mais pour autant il est possible avec la négociation de s'en sortir. Mais apparemment il y a un malentendu entre les décideurs et les acteurs sociaux. Depuis le 1er mai, nous attendions toujours la rencontre avec le chef de l'État pour qu'on s'explique sa déclaration, comme Momar l'a dit. Mais le chef de l'État a fait une déclaration qui nous a surpris. Nous, on n'a jamais demandé la valorisation du taux indiciaire. On ne l'a pas demandé et il nous dit qu'il ne le fera pas. Il nous refuse ce qu'on ne lui a pas demandé. C'est vrai, on ne crache pas sur la valorisation du régime du taux indiciaire, mais ce n'était pas le cas. Nous, les préoccupations que nous avions, c'était le passif des accords, la question de l'école, les sciences, la question de la santé, les négociations qui sont en cours dans le secteur privé, le coût de la vie qui était devenu difficile, l'endettement des entreprises et tant d'autres, la renégociation de la convention collective. Alors, les augmentations des salaires étaient d'actualité dans le secteur privé, augmentation généralisée des salaires, parce que depuis 2008, on n'en a pas eu dans le secteur privé. Lui, qui gère le secteur public, nous dit de but en blanc, je ne ferai pas d'augmentation de salaire. Attendez qu'on le lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est justement de se retrouver autour des accords, autour des engagements, autour du système de rémunération, autour de l'évaluation de l'acte 3, autour de l'évaluation du pacte social. Voilà ce qu'on a demandé. Donc, qu'ils nous répondent sur ça. La rencontre du 1er est une rencontre solennelle, ce n'est pas la table de négociation. Les questions qu'il a réglées, après avoir écouté les travailleurs, il peut les annoncer. Les questions qu'il n'a pas encore réglées, qu'il les renvoie à la table de négociation, mais il a fait pratiquement du 1er mai une table de négociation pour nous refuser des choses, même que nous n'avons pas demandé. En plus de ça, il a tenu un discours qui nous met en mal avec les populations. Parce qu'il a semblé dire que s'il n'arrive pas à régler les problèmes des populations de Fongolimbi, s'il n'arrive pas à avoir assez de routes, assez de trucs, c'est parce que nous revendiquons trop.
C'est pas ça. Je dis ici que nos préoccupations intègrent celles des populations et que notre action s'inscrit dans celle du peuple. Donc, nous ne sommes pas des citoyens à part. Nous sommes dans le peuple et nous travaillons pour le progrès social pour tout le monde. Donc, c'est pas ça la question. Il urge qu'on se retrouve pour discuter. Parce qu'il y a un malentendu total et nous travaillons à prendre nos précautions. Le chef de l'État, la première phase du PSE, il avait consulté les organisations syndicales. On nous avait présenté le projet. On nous avait demandé d'apporter des remarques. On l'a fait et ça a été intégré. La première phase, le chef de l'État a pris avec lui les organisations syndicales majeures pour aller défendre le projet auprès des partenaires techniques et financiers en Asie et au Club de Paris. Nous étions là, mais ça, être là, c'est une caution. Le Club de Paris et beaucoup de bailleurs nous connaissent très bien parce que nous sommes membres de l'OIT et on se retrouve là-bas avec certains d'entre eux. Donc si on est là, ils se disent que le projet est bon, il y a la caution des partenaires sociaux. Et on avait cautionné, effectivement. Mais la deuxième phase, on nous a royalement ignorés. On ne nous a associés à rien du tout. Moi, je pense que ces façons de faire, il faut qu'on se retrouve pour s'expliquer. Notre volonté, encore une fois, c'est de négocier et d'apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs et non de perturber le climat social. Pour cela, sur les questions du système de rémunération, les organisations syndicales, en tout cas nous, on y réfléchit. Et nous pensons avoir des propositions à faire, à développer également, à approfondir surtout. Sur la question du passif des accords, dans le secteur de l'éducation particulièrement, nous avons également des propositions à faire et à approfondir. Pourquoi donc les décideurs refusent de rencontrer les organisations, d'ouvrir des négociations? Monsieur Diop, Momar l'a dit tout à l'heure, peut-être que ça sera un peu compliqué pour l'État de respecter certains de ses engagements. Alors, comment comptez-vous faire face à cette situation? Plonger encore dans des grèves répétitives? Comment vous allez faire face par rapport à cette situation? Vous savez, on a commencé par alerter depuis le 1er mai. On n'a pas été écouté. Nous avons de le faire. Ce qui peut être fait demain, on prend date. Mais si on prend date, on le respecte. Alors, nous sommes à la veille d'une nouvelle économie pétrolière. Ce qu'on ne peut pas faire dans les structures budgétaires maintenant, tout de suite et maintenant, mais on peut le prévoir. Dans la nouvelle économie pétrolière, je suis en train de réfléchir à haute voix, la centrale réfléchit à tout ça. Donc, je pense véritablement que nous devons nous retrouver pour discuter, apporter des solutions à cette situation. Si on ne le faisait pas, on risque de déboucher sur ce que Momar disait. N'est pas de créer l'insurrection. La finalité de notre action, c'est de négocier et de trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. Nous allons mieux, nous disons, que le désaccord fait partie de la négociation. Pourquoi refuser de négocier? C'est ça qu'on ne comprend pas. Alors, oui, ce que je voudrais souligner, c'est que le président Macky Sall a traversé son premier... Quasiment pas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut le dire, il avait quand même mis l'accent du coût du loyer.
Ensuite, on s'est rendu compte que contrairement aux dernières années du règne de Wade, dans sa politique, de gommer les disparités géographiques et sociales. Là aussi, je crois que ce discours a fait mouche. La troisième chose, c'est que, encore une fois, il n'y a jamais eu de convergence de lutte. Encore une fois, il y avait des revendications corporatrices qui faisaient donc qu'il n'y avait pas un front social uni pour lui poser des problèmes. Autant sous Wade, on est allé jusqu'à des pics de $140 le baril, avec son effet d'entraînement sur tous les produits de consommation courante et le renchérissement du coût de la vie. Autant, durant le premier magistère de Macky Sall, on a vu quand même le prix du baril baisser. Une situation très confortable, tellement confortable que même la Sénélec s'est permis, et on a tendance à l'oublier, à accorder aux Sénégalais une baisse de 10% sur les factures d'électricité. Parce que c'était risque de ne pas être de la même veine. Parce que maintenant, on a vu un prix du baril qui est reparti à la hausse. L'État a été rattrapé également par ces tensions de trésorerie qui risquent de persister. Et l'État, outre les revendications, outre les engagements qui restent en l'État, doit quand même, au titre de la dette, aussi bien extérieure qu'intérieure, énormément d'argent. On a entendu récemment les syndicats des BTP dire que l'État reste leur devoir 250 milliards. On a vu que 40 000 étudiants, ce qu'on appelle les baby maquila, qui ont été reversés dans les instituts de formation supérieure privés parce que n'ayant pas pu intégrer les universités publiques, ont été renvoyés parce que l'État a été incapable d'avancer 9 milliards sur un global de 19 milliards qu'il doit à ces établissements. Vous voyez donc qu'on va vers une situation très compliquée. Il y a des revendications aussi bien extérieures qu'intérieures très difficiles, très colossales, et on va vers une situation particulièrement compliquée. Et c'est pour cette raison que moi je ne suis pas étonné de voir récemment l'État aller vers une révision des valeurs douanières. Les produits qui sont importés, les Sénégalais étant de grands commerçants, vont connaître sans doute une revalorisation au niveau de la taxe douanière pour essayer à l'État, pour permettre à l'État un peu d'accompagner. Sur des industries, sur des unités productives, plutôt que des dépenses somptuaires dans un certain convient avec M. Diop, peut-être qu'avec des négociations franches, avec des discussions, pas de négociations, parce qu'il n'est plus question de négocier quoi que ce soit. Tout a été négocié et discuté.
Mais avec des discussions franches, sincères, on peut aller vers quelque chose. Je crois que nul n'a le monopole du patriotisme au Sénégal. Et l'État n'a même pas à devoir faire parfois le reproche au Sénégal de n'avoir pas assez de fibres patriotiques. Parfois, c'est ce qui rejaillit un peu dans le discours que nos autorités disent de travailleurs qui voudraient que l'essentiel de leurs ressources leur soit alloué, alors que nous pensons qu'il y a que beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas les faveurs d'être travailleurs doivent pouvoir également bénéficier de la bonne distribution des ressources. Parfois, c'est le discours qui est distillé. Or, moi, je connais des syndicalistes très patriotiques, très patriotes, qui auraient accepté, comme il l'a dit, à condition que l'État prenne des engagements fermes et qu'à échéance qu'il s'évertuera à appliquer,